Des cités gigantesques faites de bois et d'argile, sans inégalité sociale. Des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des villes en pierre et qui règnent sur des royaumes. Des humains préhistoriques qui enterrent leurs princes avec tous les honneurs. Tout ça, ce sont des exemples réels de cultures récemment découvertes par des archéologues qui remettent en question tout ce que l'on pensait savoir du passé. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. Récemment, j'ai découvert une série de livres et d'articles de recherche qui ont changé ma vision du fonctionnement de l'histoire. Et je voulais partager ça avec vous, c'est assez incroyable. Faisons une petite expérience. Essayez de vous représenter le lointain passé au moment des toutes premières civilisations. Imaginez une des premières villes de l'humanité. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, spontanément? Je veux pas trop vous influencer avec des illustrations, donc un fond neutre. Mais vraiment, essayez de jouer le jeu et vous verrez que vous y arriverez très facilement. Vous avez probablement plein d'images qui vous viennent à l'esprit. Un terrain aride, sûrement situé quelque part dans le croissant fertile, parce que c'est ce qu'on apprend à l'école. L'histoire commence avec Sumer, qui invente l'écriture cunéiforme. À côté des maisons en briques, vous avez sans doute l'image de champs de céréales robustes. Au cœur de la ville, un palais, qui témoigne d'une hiérarchie sociale forte, et dans un coin, un ziggurat, qui rappelle que les premières religions organisées datent de l'époque. Et aussi, évidemment, un marchand qui est en train de rouler un client sur la qualité de son cuivre. Au loin, des gens qui sont restés chasseurs-cueilleurs. Ils forment toujours des petits groupes égalitaires de gens tous apparentés les uns aux autres, mais ils finiront bientôt par disparaître, car la marche du progrès est inévitable. Bon, ça se trouve, vous pensiez pas du tout à tout ça, mais c'est quand même assez probable, tellement l'image du croissant fertile est populaire. Agriculture, inégalité sociale, première religion et premières armées, tout ça, ça va ensemble. Depuis quelques années, les archéologues se rendent compte petit à petit que ce modèle n'est pas du tout universel. Ce que les articles de recherche montrent, c'est que le passé est largement plus exotique et largement plus étrange que ce que l'on pensait auparavant. En bref, qu'il faut réécrire toute l'histoire ancienne de l'humanité. Cet épisode est sponsorisé par Opera, un navigateur internet fort pratique qui a apparemment décidé de sauver les gens désorganisés d'eux-mêmes. Bonjour, c'est moi. Quand j'écris un épisode comme celui-là, j'ai généralement 256 onglets d'ouvert avec des vidéos, des articles, des PDF et autres. Et il y a un moment où soit mon ordinateur prend feu, soit je prends feu, parce que je sais plus où j'en suis, et j'ai perdu pile la page qu'il fallait avec l'info qui manque. Ce navigateur a plusieurs outils pour régler ça. Les tab traces sont une façon de voir quels sont les onglets que j'ai visités récemment. Le petit trait en dessous est sombre si j'y étais récemment, et il est de plus en plus clair si j'ai laissé la page pourrir dans un coin. Comme très souvent. On peut aussi organiser les onglets en îles, comme là, par exemple, hop, toutes les pages qui ont rapport avec cette civilisation spécifique, bah ça va dans la même île, c'est rangé. Après, je peux les réduire ou les développer quand j'en ai besoin. Autre petit truc pratique, je suis tout le temps en train de prendre des notes ou d'écrire le texte des vidéos, et j'ai juste à prendre l'onglet, comme ça, tirer sur un des côtés, et voilà, j'ai un écran partagé à l'intérieur du navigateur. Opera a aussi un VPN intégré. Dans mes recherches, je tombe parfois sur des sites qui sont géobloqués, et il suffit de sélectionner un autre continent, cliquer, et c'est réglé. Ça rend la navigation confidentielle, ça masque la localisation, et le navigateur ne collecte aucune information. Bref, si en ce moment même vous avez 53 onglets d'ouvert et que je suis en train de parler dans le 54e, ce navigateur est peut-être fait pour vous. Le lien est en description, et je les remercie vraiment de financer cet épisode, c'est littéralement grâce à ça que je peux en sortir plus souvent. Revenons un peu en arrière. Le 19e siècle était une période vraiment particulière. Des gens inventent les cornflakes pour calmer les ardeurs masturbatoires, pendant que d'autres prennent des photos de famille avec leurs proches décédés, et au milieu de tout ça, des anthropologues essaient de comprendre l'évolution des civilisations. Ils découvrent des chasseurs-cueilleurs dans les forêts tropicales, des civilisations anciennes dans les déserts du Moyen-Orient, et ils en tirent la conclusion que les sociétés évoluent selon une ligne toute tracée. La sauvagerie, puis la barbarie, puis la civilisation. La meilleure illustration qu'on trouve de cette façon de voir l'histoire, ce sont ces sortes de cartes des empires du passé. Il y en a de très nombreux types, et elles se reposent sur cette idée que c'est une histoire linéaire, avec une progression évidente vers la civilisation. C'est très joli, hein, ceci dit. J'aime bien. Tout ça s'inscrit dans un contexte historique qui est, on va dire, particulier, et cette idée aide à justifier la colonisation pour faire passer certains peuples à l'étape supérieure, entre guillemets. Oui, les Européens ont le cœur sur la main. L'autre gros problème, c'est que ce modèle n'a absolument rien de scientifique. Le passage d'une étape à l'autre est quasiment magique. On se couche sauvage et on se réveille barbare, en gros. Au XXe siècle, l'archéologue Gordon Childe essaie d'améliorer ce modèle en proposant une mécanique qui passe par l'existence de deux révolutions. La révolution néolithique et la révolution urbaine. La première, c'est l'invention de l'agriculture et de l'élevage, qui aurait déclenché une réaction en chaîne inévitable. L'agriculture permet de produire un surplus de nourriture, ce surplus permet de nourrir plus de gens, la population augmente, certains n'ont plus besoin de cultiver, ils font autre chose de leur journée, le travail se spécialise. Il faut rester au même endroit pour s'occuper des champs,
on devient sédentaire. La deuxième révolution prend le relais. La population continue de croître, les villages deviennent des villes, puis des civilisations. Ces civilisations ont besoin de l'écriture pour être administrées, d'une armée de métiers pour être défendue, et de prêtres pour faire ce que les prêtres font, j'imagine. Une classe dirigeante s'accapare les outils de production, instaure des impôts, du commerce longue distance, les inégalités apparaissent, on découvre qu'on peut brûler des cadavres de fougères dans des machines, ça crée de la civilisation thermo-industrielle, et aujourd'hui, on est à moins de 2 clics d'une vidéo d'Ariel Dombasle. L'arrivée du printemps. C'est résumé vite, mais c'est à peu près l'idée du modèle. Les choses s'enchaînent logiquement les unes après les autres, et ça s'emballe. Un peu trop d'ailleurs. En 1950, Gordon Childe profite de sa nouvelle théorie pour définir ce qu'est une civilisation avec cette liste. Une vraie civilisation doit remplir tous ces critères, et son modèle est efficace pour expliquer ce que les archéologues trouvent dans de très nombreux sites à travers le monde. Prenez Sumer, par exemple. Sumer est le stéréotype de la première civilisation, avec ses cités comme Uruk, sa religion organisée, son écriture. Ils nous ont aussi laissé des blagues sur des tablettes en cunéiforme. Un chien entre dans une taverne et dit « Je ne vois rien. Je vais ouvrir celle-ci. » Voilà. On sait pas pourquoi c'est drôle, mais à l'âge du bronze, ça cassait tout le monde en deux. Toutes les prouesses de Sumer ont été rendues possibles par l'agriculture irriguée dans le croissant fertile, ce que le modèle de Childe prédit. C'est pas exactement une surprise, il a bâti sa théorie sur l'histoire de cette civilisation en particulier, c'est un peu comme peindre une cible autour d'une flèche qu'on vient de tirer. Mais ceci dit, le modèle permet de comprendre la trajectoire d'autres sociétés. L'ancien empire égyptien a existé grâce à l'agriculture intensive et aux crues du Nil. Il y avait assez de nourriture en plus pour faire émerger une caste dirigeante qui centralisait le pouvoir dans les villes. La dynastie Shang s'est aussi fondée sur l'agriculture du millet dans la vallée du fleuve Jaune, ce qui a permis la création de cités, de palais, d'une écriture, d'une administration, etc. Bref, le modèle est utile, mais rapidement, les archéologues et les historiens découvrent des contre-exemples. Les Incas n'avaient pas d'écriture, par exemple. Ils utilisaient les quipus, un système complexe de cordelettes nouées pour enregistrer des informations. Avec la couleur des fils, le nombre de nœuds et leur position sur les cordelettes, ils pouvaient enregistrer des données quantitatives, comme des recensements ou des inventaires, mais a priori ça permettait pas de faire beaucoup plus que de la comptabilité. Ça ne les a pas empêchés de gérer un empire tentaculaire qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, et donc on peut avoir une civilisation sans avoir d'écriture. La liste n'est donc pas parfaite, et c'est dans la nature du processus scientifique de critiquer les modèles pour les améliorer, mais le cœur de l'argument n'était pas tellement remis en question, parce qu'il permettait d'expliquer simplement l'histoire de très nombreuses sociétés très différentes les unes des autres. C'est pas pour rien si c'est le modèle mental qu'on a généralement quand on pense à l'émergence des civilisations. Mais vous avez peut-être remarqué que le modèle de Childe n'a pas vraiment remis en question la progression sauvagerie, barbarie, civilisation. Il a surtout apporté une explication mécanique, avec une petite teinte de matérialisme dialectique, mais cette idée de progression linéaire et obligatoire est restée. Ces 3 grandes idées sont des piliers du modèle, et on va les démonter une par une. La première idée à tomber est aussi la plus fondamentale. Seule l'agriculture permettrait de construire des monuments et d'avoir une organisation sociale complexe. Voici Göbekli Tepe, pas très loin de la frontière syrienne, dans le sud-est de la Turquie. Les fouilles sur le site ont commencé au milieu des années 90, à peu près au moment où vous appreniez à marcher, si j'en crois les statistiques sur YouTube, et après des années de travail, les archéologues ont révélé ce village. Il date l'origine de Göbekli Tepe à 9500 avant Jésus-Christ, donc il y a 11 000 ans, soit à peu près l'année de naissance de 2% de mon audience, si j'en crois les statistiques YouTube. C'est vous? Papa, maman, c'est une blague, hein, je rigole, plein de bisous, je vous aime. Voilà à quoi ressemble le site. Des maisons, des citernes creusées dans la pierre, une carrière et un bâtiment central circulaire avec des énormes piliers en T qui est souvent interprété comme un lieu de culte. Des animaux ont été sculptés sur les piliers massifs, de très nombreuses sculptures et outils sont dispersés partout sur le site, mais les chercheurs notent très vite une absence. Rien qui n'indique la moindre trace d'agriculture. Pas de restes de plantes domestiquées, ni d'animaux d'élevage, pas d'outils typiquement associés au travail dans les champs, rien. La conclusion qui s'impose alors est très contre-intuitive. Göbekli Tepe a été fondé et habité par des chasseurs-cueilleurs. Ils se nourrissaient principalement de gazelles locales et cueillaient des céréales sauvages qui poussaient dans la région. Des chasseurs-cueilleurs se sont mis ensemble et ont collaboré pour déplacer ces immenses blocs de pierre, pour les tailler, pour bâtir un village à flanc de colline. Selon le modèle classique, c'est impossible. L'agriculture est l'élément de départ de la mécanique décrite par Gordon Childe. C'est le surplus de nourriture et la sédentarité forcée qui étaient censés amener aux villages et aux religions organisées. Et c'est pas une exagération de dire que les découvertes de Göbekli Tepe ont un peu tout remis en question. On peut avoir des sociétés complexes sans agriculture. C'est un peu fou.
Le site n'est même pas unique dans la région. Il y a aussi Bonjokultarla, qui aurait le plus vieux système d'égout au monde, Nevalikori, Kortik Tepe et surtout Karahan Tepe, qui présentent les mêmes piliers monumentaux que Göbekli Tepe, et qui pourraient même être un peu plus anciens. On pourrait se dire que la sédentarité sans agriculture était peut-être une forme d'exception culturelle des gens du coin. Voilà, sur l'incroyable diversité des groupes de chasseurs-cueilleurs qui a dû exister dans l'histoire de l'humanité, il en fallait bien certains qui allaient tenter de fabriquer des maisons pour rigoler. Mais en fait, pas du tout. D'autres fouilles ont révélé que quelques 3000 ans avant Göbekli Tepe, dans le Levant, d'autres chasseurs-cueilleurs de la culture natoufienne avaient déjà érigé des villages en pierre. Les Natoufiens sont extrêmement intéressants, et j'ai peut-être fait une petite fixette sur eux pendant un petit moment, et j'ai peut-être lu beaucoup de trucs à leur propos, mais c'est parce qu'ils ont tenté énormément de choses. En plus d'être des chasseurs-cueilleurs sédentaires, ils faisaient déjà du pain pita avec des céréales sauvages il y a 14 000 ans, ils vivaient avec des chiens domestiqués, et on a retrouvé même des tombes de personnes âgées enterrées avec leurs compagnons. Et plus tardivement, ils semblent avoir été parmi les premières sociétés à tenter l'agriculture. Bref, les Natoufiens sont vraiment très intéressants. Là, on peut se dire que, bon, d'accord, il y a peut-être une exception régionale qui fait que dans le Moyen-Orient néolithique, les chasseurs-cueilleurs aimaient bien faire des villages. Mais en fait, d'autres exemples existent aussi ailleurs. En Asie, par exemple. Au Japon, la culture Jomon a prospéré pendant près de 14 000 ans. Ils ont inventé la poterie, mais pas la subtilité, de toute évidence. Ils sculptaient des dogu, des espèces de figurines extraterrestres très mignonnes. Ils faisaient aussi des sites mégalithiques, plutôt mini-lithiques, très kawaii. Et surtout, ils vivaient dans des villages sédentaires. Vous pouvez même visiter certains villages si vous passez dans la région d'Aomori, c'est 400 yens par personne. Pas cher. Mais l'exemple le plus frappant que les chasseurs-cueilleurs peuvent fabriquer des monuments ambitieux vient de l'autre côté de la planète. Voici Poverty Point, en Louisiane. Il y a 3500 ans, des gens se sont organisés pour créer ceci, des terrassements monumentaux en forme d'arc de cercle concentrique. Les C mesurent jusqu'à 2 mètres de hauteur, le diamètre du C extérieur est d'un peu plus d'1 kilomètre, et le C intérieur est de 600 mètres. C'est absolument monumental, et ça a été créé par des chasseurs-cueilleurs. Ça a pas l'air de grand chose, surtout au vu du sol, mais c'est probablement l'un des monuments les plus intrigants de l'archéologie nord-américaine. Oui, et comme on est aux US, ils ont fait passer une route au milieu. Les gens de l'époque ont aussi érigé des plateformes monumentales, et au total, ils ont déplacé près d'1 million de mètres cubes de terre à Poverty Point. Pourquoi ? Aucune idée. Il y avait peut-être des maisons sur les crêtes, ou un marché temporaire, ou alors quelqu'un a perdu un pari. Comme à chaque fois qu'on n'en sait rien, des archéologues ont proposé que c'était un observatoire astronomique, et d'autres ont suggéré que c'était rituel. Oui, sans doute. J'aimerais vraiment savoir ce que les archéologues du futur diront sur nos bâtiments à nous. C'est rituel. En pratique, la question du site est une question assez secondaire, je trouve. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'un tel projet a dû demander une organisation sociale vraiment importante. Les travaux ont commencé en 1800 avant notre ère, et certaines parties étaient encore ajoutées 600 ans plus tard. 6 siècles d'efforts collaboratifs. Pour référence, c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour construire la cathédrale de Cologne. Pour déplacer ces volumes de terre avec des paniers, même sur une période aussi longue, des milliers de personnes avec beaucoup de temps libre se sont coordonnées ensemble sur plus de 20 générations. Ce serait déjà un peu surprenant pour un site de l'âge du bronze d'une société agraire, mais là, ça a été construit il y a 3500 ans, quelque part dans un bayou en Louisiane, par des chasseurs-cueilleurs. C'est incroyable. Et ils ont foutu une route à travers. Deuxième idée qui tombe, l'idée que l'agriculture, en inventant la propriété privée, serait la source originelle des inégalités sociales et de la hiérarchie. Regardez ces sépultures. Celle-ci est de Sungir, en Russie. Il y a 32 000 ans, 2 enfants et un adulte ont été enterrés avec plus de 13 000 perles d'ivoire de mammouth, des lances en ivoire et un fémur creusé et rempli d'ocre. Celle-là est d'Arène Candide, en Italie, pas très loin de Gênes. Il y a 23 000 ans, un jeune homme surnommé Le Prince par les archéologues a été inhumé avec un chapeau composé d'une centaine de coquillages, une lame de pierre dans les mains, des bijoux faits d'ivoire de mammouth sur le corps, des sceptres en bois de cerf tout autour. Littéralement des dizaines de milliers d'années avant les premières sociétés hiérarchiques du monde, au sens où Gordon Schild l'entend en tout cas, des gens enterraient d'autres gens avec des honneurs très particuliers. On peut pas deviner les raisons derrière ces traitements de faveur, à part bien sûr que c'était rituel, évidemment. Cependant, on peut noter que, premièrement, ces sociétés étaient capables de produire des richesses, des marques de statut, et deuxièmement, elles les ont concentrées dans l'enterrement de quelques personnes bien spécifiques. C'est un peu la définition de inégalité, je trouve. Ok, c'est vrai que c'est sujet à interprétation, et ces tombes sont vraiment très vieilles. Donc, qui sait exactement ce que inégalité voulait dire à ce moment-là? Heureusement, j'ai un autre exemple, et il est encore mieux.
Oui, cette vidéo est vraiment une liste d'exemples de la préhistoire. Oui. Top 10 des sociétés de chasseurs-cueilleurs les plus surprenantes. L'histoire de Calusa est fascinante, et la première fois qu'on en a entendu parler en Europe, c'était grâce à ce monsieur. C'est pas une vraie gravure d'époque, on sait pas à quoi il ressemble. En 1549, Hernando de Escalante Fontaneda avait 13 ans. Ce jeune Colombien avait embarqué sur un bateau en direction de l'Espagne avec son frère. Alors qu'il passe au large de la Floride, le navire fait naufrage. L'équipage et les passagers sont capturés par des chasseurs-cueilleurs locaux, les Calusa. Ils deviennent des esclaves et tous sont sacrifiés, sauf Hernando, qui sera épargné et qui vivra captif parmi eux pendant 17 ans. Apparemment, il est épargné parce qu'il sait danser. Il finit par se faire libérer et, après être enfin arrivé en Europe, il consigne son expérience dans un livre incroyable. Quelques siècles plus tard, des archéologues entreprennent des fouilles qui confirment son récit. Les Calusa étaient des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans les estuaires marécageux de Floride. Ils se nourrissaient de coquillages et de poissons qu'ils capturaient grâce à un système de canaux et qu'ils gardaient en vie grâce à des enclos gigantesques. Ils installaient des palais monumentaux au sommet de collines artificielles faites avec les coquilles des mollusques qu'ils mangeaient depuis des générations. Et ces manoirs pouvaient héberger jusqu'à 2000 personnes. La société était extrêmement hiérarchique, avec les communs, les nobles, les prêtres et un roi qui gouvernait l'ensemble. Tout un royaume sans agriculture, juste avec de la pêche et des fruits de mer. On a d'autres exemples de sociétés de chasseurs-cueilleurs complexes en Amérique du Nord, comme celle de Kittle Creek, et comme toutes les sociétés du continent, les royaumes Calusa ont disparu juste après l'arrivée des colons, après des siècles d'existence. Qui sait combien de sociétés dans ce style ont juste disparu avant que personne ne puisse les observer? En fait, je sais. Ou du moins, j'ai estimé le nombre de civilisations disparues qui restent à découvrir. C'est le sujet du prochain épisode de cette série qui sort très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour ne pas rater les vidéos. Bref, la conclusion qu'on peut tirer de ces exemples, c'est que l'agriculture n'est pas une condition nécessaire pour l'émergence de sociétés stratifiées. Pas du tout. Il y a peut-être eu des centaines, des milliers de royaumes basés sur la chasse et la pêche, donc cette partie-là du modèle est totalement fausse aussi. La dernière idée, peut-être la plus importante, c'est celle qui est au cœur de la révolution urbaine de Gordon Childe. La conviction que, pour vivre dans une ville, il faut accepter un pouvoir centralisé, des rois, des prêtres, une bureaucratie. Voici à quoi ressemblait Talyanki, une cité qui était dans l'actuelle Ukraine il y a 6000 ans. Entre 15 et 20 000 personnes vivaient dans cette ville au plan concentrique, et elle faisait partie d'un ensemble de cités qui formaient la culture Cucuteni-Tripillia. Cette société a formé les plus grandes villes du monde à l'âge du bronze, et sur l'ensemble de son très vaste territoire, il y avait près d'1 million de personnes à son apogée. Cucuteni-Tripillia a existé plus de 2000 ans, et autant qu'on sache, c'était un empire égalitaire. Pas de palais monumental, pas de manoir au sommet de la colline, pas de tombe avec énormément de richesses. Cette étude a par exemple analysé la taille des maisons et a montré qu'elles étaient remarquablement similaires, et les similitudes vont jusqu'au mobilier. Au lieu de trouver des indices d'inégalité, ils ont trouvé des jouets pour enfants, des poteries absolument magnifiques, et des preuves d'une pratique étrange. Tous les 60 ou 80 ans, les gens de Cucuteni-Tripillia mettaient le feu aux maisons et reconstruisaient sur les cendres. Cette pratique très étrange a duré plus de 4000 ans, sur une zone qui s'étend des Balkans jusqu'aux plaines qui surplombent la mer Noire. Les maisons étaient brûlées a priori volontairement et avec une telle intensité que le torchis en argile était vitrifié. Ils mettaient du combustible à côté pour que ça brûle plus fort. On sait pas du tout pourquoi les gens de Cucuteni-Tripillia faisaient ça. Les origines de la pratique sont encore largement débattues par les archéologues. Certains pensent que les gens voyaient la maison et les objets à l'intérieur comme un organisme qui devait avoir un cycle de vie et qui était peut-être associé à son propriétaire. Quand la personne meurt, la maison meurt aussi. Bref, c'était juste des Ukrainiens qui vivaient leur meilleure vie dans des villes immenses et qui incinéraient parfois leur maison pour des raisons obscures. Cette société a vécu plusieurs milliers d'années, et c'est un excellent exemple que le troisième pilier ne tient pas non plus. La sédentarité et l'agriculture ne mènent pas automatiquement à la stratification sociale dans laquelle on vit aujourd'hui. L'archéologie du passé proposait une histoire simple. Le passé est une ligne droite. Chasseurs-cueilleurs nomades, agriculteurs sédentaires, état hiérarchique. Et aujourd'hui, on a ça. Des chasseurs-cueilleurs qui bâtissent des temples monumentaux, des millénaires avant l'agriculture, des villes gigantesques sans roi ni élite, et des royaumes de chasseurs-cueilleurs. Le modèle s'est effondré. La ligne droite n'est en fait qu'un chemin parmi de très nombreux autres que nos ancêtres ont empruntés. Et je trouve ça fou. On peut se dire, bon, très bien, les chasseurs-cueilleurs faisaient des royaumes. Et alors ? Et c'est totalement votre droit de vous en tamponner les opercules fraîcheurs, mais je pense que ça a plusieurs conséquences très importantes. La première conséquence, c'est que le passé devient largement plus intéressant. Selon l'ancien modèle, entre l'apparition de notre espèce et les premières civilisations du croissant fertile, il y aurait eu 295 000 ans de pas grand-chose.
Des sociétés à peine plus grandes que des familles, sans histoire ni complexité particulière. Des gens qui vivent de façon amnésique sur le même modèle social, encore et encore, pendant des dizaines de milliers de générations. Qu'on prenne une bande de chasseurs-cueilleurs il y a 30 ou 130 000 ans, pas de différence fondamentale. Uniquement des liens familiaux, beaucoup d'équité, etc. Ce que l'archéologie actuelle suggère, au contraire, c'est que ces 300 000 ans ont probablement vu passer un nombre hallucinant de types de sociétés, de hiérarchies incompréhensibles, d'expériences sociales qui nous paraîtraient totalement exotiques aujourd'hui. D'un coup, le passé est devenu fascinant. Enfin, encore plus, parce qu'il l'était déjà. La seconde, c'est que la notion même de civilisation est à revoir. De façon générale, les archéologues et les anthropologues essayent d'éviter le mot parce qu'il a quand même un bagage un peu chargé. Et en plus, sans exagérer, j'ai dû trouver une dizaine de définitions différentes et toutes en conflit les unes avec les autres. Cependant, le terme est quand même un peu utile parce qu'il parle à tout le monde et la liste qui a été dressée dans les années 50 par Childe se généralise très mal à certaines sociétés qu'on aimerait pourtant bien qualifier de civilisation. En d'autres termes, ces découvertes élargissent la notion de ce qui peut être considéré comme étant une civilisation et c'est peut-être pas plus mal. La troisième conséquence, c'est que ça nous force à remettre en question l'image de l'état de nature de notre espèce. On a peut-être vécu une bonne partie de notre histoire évolutive sous la forme de petites bandes mobiles égalitaires, mais peut-être pas. L'image qu'on a des chasseurs-cueilleurs du passé est peut-être fondamentalement fausse. Dans cet article, l'anthropologue Mon Virsing et son collègue montrent que les chercheurs ont fait une erreur très importante. Ils ont tiré des conclusions sur les chasseurs-cueilleurs préhistoriques à partir des populations actuelles de chasseurs-cueilleurs, comme les San du Kalahari ou les Hadza. Le problème, c'est que ce sont souvent des peuples qui ont été repoussés dans des régions marginales, comme le désert, par des peuples agriculteurs. Les San n'ont pas choisi de vivre dans le désert, ils se sont juste fait dégager par les agriculteurs bantous, et ces gens ne sont pas une fenêtre universelle sur le passé de tous les humains comme on le pense généralement, mais le reflet de leur propre histoire complexe. C'est contre-intuitif, mais peut-être que les ancêtres des San du Kalahari vivaient eux-mêmes dans des grands villages qui sont aujourd'hui disparus. On l'a vu, quand les chasseurs-cueilleurs ont assez de ressources, ils peuvent devenir sédentaires, fonder des royaumes et se lancer dans des projets de construction ambitieux. Donc, il n'y a jamais eu un seul état de nature. L'humanité n'a pas commencé dans une sorte d'uniformité infantile, et dès le début, nos ancêtres étaient capables de créer une multitude de formes sociales. Et enfin, la dernière conclusion, la plus importante peut-être, c'est que la création des inégalités par la civilisation n'a rien d'inévitable. Ce que le modèle linéaire de l'histoire humaine nous disait, c'est que l'inégalité est le prix à payer pour le progrès. Que la domination, c'est le coût de la complexité. C'est comme ça et pas autrement. Payer des impôts, participer aux campagnes militaires de ton pays et être 100 fois moins riche que les gens qui te gouvernent est une conséquence logique, obligatoire du vivre ensemble. C'est ça où on retourne à la sauvagerie. Mais on l'a vu, ce modèle est factuellement faux. Donc nos sociétés actuelles ne sont pas l'aboutissement d'une évolution nécessaire, mais le résultat d'une série de hasards historiques et de choix qui ont été pris à différents moments, et donc d'autres trajectoires sont possibles. Je sais que ça sonne très politique comme discours, et c'est parce que ça l'est. Faut bien que je fasse plaisir à tous les gens qui écrivent gauchias en commentaire à un moment donné. C'est pas un hasard si la plupart des auteurs les plus importants de ce domaine avaient des opinions politiques assez arrêtées. Gordon Childe était de gauche radicale et il a appliqué des idées marxistes à l'archéologie. David Graeber a coécrit cet excellent livre sur la préhistoire, et c'était un anarchiste militant, notamment impliqué dans le mouvement Occupy Wall Street. James Scott a travaillé sur l'agriculture et l'émergence de l'État, ses livres sont considérés comme des œuvres magistrales qui sont à lire absolument avant de mourir, et c'était un anarchiste convaincu. Je vous assure que vous pouvez vous jeter les yeux fermés sur ces livres, quelles que soient vos opinions politiques, parce qu'ils sont excellents, et que ce sont des références du genre. Mais oui, voilà, bien sûr que ça a des aspects politiques, à un niveau beaucoup plus fondamental, avec une prise de recul qui se compte en millénaires, mais ça reste politique. En fin de compte, au-delà de la nouvelle définition de civilisation, ou une perception différente des chasseurs-cueilleurs, ce que ces découvertes archéologiques nous offrent, c'est la liberté de voir notre présent différemment. À un moment où la polarisation politique prend tellement de place et que notre myopie nous rend incapables de simplement échanger sur nos différentes visions de ce que devrait être le futur, je trouve que ça fait pas de mal de prendre de la distance en découvrant des sociétés qui ont été totalement, irrémédiablement exotiques à nos yeux actuels. Et imaginez le nombre de blagues sur les chiens qui entrent dans un bar. Incroyable. Merci à toutes et tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout, merci tout spécialement aux tipeurs et aux tipeuses, et merci à Opera d'avoir sponsorisé la vidéo. Cette vidéo n'aurait d'ailleurs pas dû exister à la base, c'était juste un paragraphe dans une autre vidéo qui sort très bientôt. Le paragraphe a un peu grandi, et puis il est devenu tout ça. La prochaine vidéo sur le sujet est un projet de très longue date, qui m'a demandé beaucoup d'efforts, un long voyage, et j'espère que vous allez l'aimer, parce que honnêtement, j'ai adoré la faire, et j'en suis pas peu fier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater sa sortie, et on se retrouve très vite. À bientôt.